L'Ukraine ne se bat pas seulement contre la Russie sur les lignes de front, mais bien au-delà également. Au cœur des régions russes et des territoires occupés, des milliers d'agents clandestins, dont des Ukrainiens, des Tatars et même des Russes, œuvrent activement contre le Kremlin de l'intérieur. Ensemble, ils forment l'unité Atesh et ils se sont donnés pour mission de perturber la guerre par tous les moyens nécessaires. Grâce à des tactiques de sabotage discrètes et au partage de renseignements de l'intérieur, ces agents courageux rendent des services inestimables à l'armée ukrainienne et les dernières frappes réussies ont provoqué des ondes de choc jusque dans le cœur même de Moscou. L'Atesh, qui est le mot tatar de Crimée pour désigner le mouvement du feu, a commencé à l'été 2022, peu après le début de l'invasion à grande échelle de l'Ukraine. L'un des représentants du groupe, qui ne se fait connaître que sous le surnom de Zoka, a expliqué lors d'une interview avec le Centre d'analyse des politiques européennes, CIPA, comment tout a commencé. Un groupe d'activistes pro-ukrainiens en Crimée, dont des Tatars de Crimée, a eu l'idée de créer ce mouvement. La guerre s'éternisait, la Russie était complètement incapable d'atteindre ses objectifs, et il était évident qu'une mobilisation allait être annoncée. La mobilisation s'est avérée être une aubaine pour le mouvement, car les commandants russes ont commis une erreur fatale. Ils ont forcé les habitants de la Crimée à rejoindre les rangs russes. Cela signifiait que les membres actifs d'Atesh pouvaient intégrer l'armée du Kremlin, ce qui ouvrait beaucoup plus d'opportunités pour le sabotage et d'autres opérations secrètes. À partir de là, le mouvement a commencé à prendre de l'ampleur, comme le note Zoka. Dès le début de la mobilisation, à l'automne 2022, les premiers agents d'Atesh ont été mobilisés dans l'armée russe. Certains d'entre eux se sont engagés de leur propre initiative, d'autres ont été enrôlés. À partir de ce moment-là, le mouvement a pris de l'ampleur. Chaque personne avait ses propres raisons de s'engager. Certains avaient passé leur vie dans les forces de l'ordre et ressentaient un profond sentiment d'injustice face à l'invasion, par exemple. D'autres étaient simplement des gens ordinaires qui sentaient qu'ils devaient se mobiliser et faire ce qui était juste. Il y a aussi eu des membres qui ont été plus directement touchés par les événements en Ukraine. Zoka mentionne par exemple l'histoire très émouvante d'un homme qui a perdu son père pendant la guerre et qui a décidé de rejoindre Atesh pour le venger d'une certaine manière. Même si leur parcours et leurs histoires sont différents, ces personnes partagent toutes un objectif commun, chasser la Russie d'Ukraine et mettre fin à la guerre. Ils accomplissent leur mission de différentes manières. Vers la fin de 2022 et au début de 2023 par exemple, il y a eu des rapports faisant état de membres d'Atesh et d'autres partisans incendiant des casernes russes, faisant exploser des points de contrôle de la garde nationale et tendant des embuscades à des convois. Cependant, la majorité des opérations du mouvement se déroulent discrètement, avec des agents surveillant des sites militaires, des installations de défense et des entreprises russes, partageant leurs informations avec l'Ukraine. Depuis, le mouvement compte des agents dans des dizaines de villes, cités et régions, depuis celles les plus proches de la ligne de front jusqu'à la toundra glaciale de Sibérie. Ils sont capables de recueillir une énorme quantité de renseignements dans des endroits qui seraient normalement très difficiles d'accès pour les forces de Kiev. Et ces renseignements se sont révélés inestimables à plus d'une reprise. En effet, les représentants d'Atesh affirment que leurs agents ont joué un rôle essentiel dans de nombreuses opérations ukrainiennes lors des premières phases de la guerre, y compris des attaques réussies contre des navires et des infrastructures de la flotte russe de la mer Noire autour de la Crimée, comme le navire de débarquement Minsk, le sous-marin Rostov-sur-le-Don et l'opération Crab Trap contre le quartier général de la flotte à Sébastopol, qui a entraîné la mort de dizaines d'officiers russes de haut rang. Comme l'explique Zoka, nos activistes et des personnes du quartier général ont recensé tous les navires dans la baie de Sébastopol, ceux en réparation, en entraînement et leur planning. Grâce à nos informations, les forces de défense ont pu frapper. Cependant, avec le temps, alors que la Russie prenait de plus en plus conscience d'Atesh, les services de renseignement du Kremlin ont intensifié la traque pour trouver et éliminer tout agent dans leur rang. En conséquence, le groupe a dû faire preuve de plus d'ingéniosité, de discrétion et de sens stratégique dans ses méthodes. De plus, comme le souligne Zoka, le risque accru a poussé certaines personnes à s'éloigner du mouvement, craignant pour leur vie et la sécurité de leurs proches. En 2022, il y avait plus d'enthousiasme. Beaucoup de gens, poussés par l'émotion, nous soutenaient et essayaient de nous aider de toutes les manières possibles. Les émotions se sont apaisées et beaucoup de personnes prêtes à prendre des risques ont quitté les territoires occupés. Maintenant, c'est plus pragmatique, plus systématique, plus méthodique. Mais ce n'est pas parce qu'Atesh est devenu un peu plus petit qu'il est moins efficace. Bien au contraire. En fait, on peut même dire que le mouvement est devenu encore plus fort et plus percutant avec le temps.
En 2024, par exemple, il a orchestré un projet appelé Bunt, ou émeute en anglais, qui consistait en la création d'une chaîne d'information privée destinée au personnel militaire russe réticent à participer aux assauts suicidaires du Kremlin en première ligne. La chaîne fournit à ses soldats des conseils sur la manière de retarder ou de perturber les opérations en première ligne, par exemple en versant des œufs crus dans les moteurs des véhicules. C'est gagnant-gagnant pour tout le monde. Les soldats qui respectent les recommandations de la chaîne peuvent survivre un peu plus longtemps, gagnant du temps pour fuir ou déserter. Pendant ce temps, les forces ukrainiennes n'ont pas à s'inquiéter d'avoir à affronter autant de groupes d'assaut qui attaquent leur position en première ligne. Peu de temps après le lancement de la chaîne, des soldats de nombreux territoires occupés, dont Kherson, Donetsk et Zaporijia, ont tous contacté le mouvement Atesh et confirmé qu'ils avaient suivi ses conseils. Ils ont utilisé nos méthodes, appris, puis fait tomber leur équipement en panne. Ils ne sont allés nulle part. La valeur de cela ne peut pas être sous-estimée. Les assauts de première ligne russes restent aujourd'hui largement inefficaces et causent surtout de lourdes pertes au Kremlin, mais certains laissent encore une trace. Certaines escouades parviennent parfois à percer les lignes ukrainiennes, par exemple, ou à capturer de petites parcelles de terrain, élargissant ainsi l'emprise des Russes et leur facilitant la planification de leurs prochaines actions, voire l'encerclement des positions ukrainiennes. En retardant et en perturbant ces attaques, les agents d'Atesh limitent la capacité de la Russie à mener sa guerre contre l'Ukraine. Ils donnent au commandant du Kremlin des problèmes supplémentaires à résoudre et des casse-têtes à gérer, tout en minimisant la quantité de sang versée inutilement des deux côtés. Pour un autre exemple des activités d'Atesha, Zoka cite la 126e brigade séparée de défense côtière de la flotte de la mer Noire. Cette brigade est déployée sur le front de Kherson et a mené à plusieurs reprises des assauts sur les îles du delta du Dnipro. Grâce à Atesha, ces assauts sont soudainement devenus beaucoup moins efficaces, car la brigade a signalé des jet-skis en panne, des bateaux pneumatiques endommagés et des moteurs qui refusaient de démarrer, tout cela à cause d'activités de sabotage discrètes au sein des rangs russes. Zoka affirme que le problème est devenu si vaste et répandu que les responsables russes ont dû ordonner une enquête spéciale sur les unités de cette zone dans une tentative désespérée de démanteler ces opérations clandestines. Et ce n'est pas tout. Les agents du mouvement ont également continué à recueillir et à partager des renseignements avec les forces de défense ukrainiennes. Leur travail acharné passe souvent inaperçu, mais il est profondément apprécié par l'armée ukrainienne. En effet, ce n'est que grâce à la masse d'informations recueillies par ces agents que les forces ukrainiennes ont pu orchestrer et mener à bien autant de frappes réussies contre les infrastructures russes. Ces dernières années, on a constaté une augmentation des rapports faisant état d'attaques de drones et de missiles visant notamment des raffineries de pétrole, des pipelines, des dépôts de munitions, des installations de stockage de carburant, des usines de production de missiles, des usines de drones, des ports, et ainsi de suite. Les agents d'Atesha n'ont pas participé à toutes ces attaques, mais ont joué un rôle dans plusieurs d'entre elles. Ils aident les équipes de drones et les équipes de missiles ukrainiennes à comprendre précisément où se trouvent les infrastructures clés, à quel point elles sont gardées, quel type de défense se trouve dans la zone environnante, où sont stockés ou situés les actifs les plus précieux, et ainsi de suite. Zoka a cité plusieurs exemples d'attaques marquantes auxquelles Atesh a participé, notamment des frappes contre des installations pétrolières dans des endroits comme Luhansk, la Crimée et le port de Kavkaz, ainsi qu'une attaque contre l'usine de poudre à canon de Kazan et l'aérodrome de Baltimore, où la Russie stocke d'importantes quantités de bombardiers Su-34 et de drones. Et en parlant de l'aérodrome, Zoka a rapporté « Notre agent y a travaillé et nous avons pu suivre un certain nombre d'opérateurs de drones. Nous avons ensuite transmis l'information au front de Donetsk. À mesure que de tels incidents se sont multipliés, la Russie a de nouveau intensifié ses efforts agressifs pour débusquer les agents d'Atesh, mais les partisans ont toujours réussi à garder une longueur d'avance. Mais avant de voir comment ils s'y prennent et d'examiner certaines de leurs dernières opérations, si c'est le genre d'analyse dont vous voulez davantage, assurez-vous d'être abonné à The Military Show. Chaque semaine, nous vous l'expliquons comme ça. Incroyablement, l'une des façons dont Atesh a réussi à rester aussi efficace tout en évitant d'être détecté, c'est en travaillant littéralement sous le nez des Russes. Il a recruté et travaillé aux côtés d'un grand nombre de soldats russes sans même que leurs commandants ne s'en rendent compte. Ce n'est guère surprenant, car à mesure que la guerre a progressé et que le moral de la Russie a chuté, de plus en plus de soldats du Kremlin ont pris conscience de la réalité de la situation dans laquelle se trouve leur pays.
Ils comprennent à quel point cette soi-disant opération militaire spéciale est inutile et vaine, et ils ont vu leurs compatriotes traités comme de la chair à canon, envoyés à la boucherie lors d'assauts frontaux inutiles encore et encore. Beaucoup ne souhaitent pas y participer, mais se sont engagés ou ont été poussés à rejoindre l'armée avant de connaître la vérité. Pris entre deux feux mais voulant faire ce qui est juste, ces soldats souhaitent collaborer avec les Ukrainiens pour affaiblir l'effort de guerre de Moscou de l'intérieur. Et Zoka a d'innombrables histoires à raconter sur des soldats russes qui prennent des risques et mettent leur sécurité en jeu pour recueillir des renseignements qui sauvent des vies. Sur le front de Zaporijia, un militaire a transmis les plans d'une attaque contre un village. Cela a aidé les forces de défense ukrainiennes à identifier la véritable direction de l'attaque et non la fausse destinée à tromper nos défenseurs, et elles ont pu repousser l'assaut. Sur toute la ligne de front, de nombreux cas similaires ont eu lieu. Les commandants russes croyaient avoir l'avantage ou surprendre l'ennemi, mais l'Ukraine était prête à les piéger. Tout cela grâce à Atesh. Les agents du mouvement continuent également de mener des missions de sabotage actives. Ils ont coupé les lignes de communication que la Russie utilise pour appeler, coordonner et planifier ses opérations militaires, par exemple perturbant et endommageant également le système ferroviaire. Cela a été un élément clé de la machine de guerre du Kremlin pour approvisionner les troupes en nourriture, en eau, en munitions et en armes. En avril 2026, par exemple, des rapports font état du mouvement de résistance Atesh ayant détruit une locomotive militaire dans la région de Rostov. L'incident s'est produit près de la gare ferroviaire de Likaya, un nœud de transit clé pour le fret militaire à destination du territoire occupé de Zaporijia. Des trains transportant des munitions, du carburant et même des véhicules blindés passent souvent par cette zone. Mais grâce à Atesh, l'un de ces trains ne fera plus jamais ce trajet. Le groupe a indiqué que le coût de la locomotive détruite s'élevait à au moins 150 000 $, ajoutant « Mais le véritable coût pour la Russie est bien plus élevé. Les chemins de fer russes connaissent déjà une pénurie aiguë de locomotives opérationnelles et leur capacité de réparation est pratiquement épuisée. Chaque unité de matériel roulant compte et une autre a disparu. » La destruction de la locomotive a également paralysé le trafic ferroviaire dans la région, plusieurs trains militaires ayant dû attendre pendant que les responsables des chemins de fer russes peinaient à gérer la crise. Plus tard, ce même mois, Atesh a frappé de nouveau. Selon le récit du mouvement lui-même, un seul agent courageux a réussi à s'infiltrer dans une sous-station électrique dans la région occupée de Luhansk. Une fois à l'intérieur, l'agent a détruit un transformateur électrique. Un incendie s'est rapidement déclaré, engloutissant d'autres équipements et mettant effectivement la station hors service. Cette station alimente aussi un centre ferroviaire voisin, régulièrement utilisé par les trains de ravitaillement militaire russes. Avec la station gravement endommagée, le centre a également eu du mal à fonctionner, un rapport faisant état de plusieurs retards de train, car les forces d'occupation ont dû s'adapter à la situation et chercher des itinéraires de ravitaillement alternatifs. Encore une fois, le résultat final de tout cela est que des fournitures importantes n'arrivent pas là où la Russie en a besoin. Les forces de première ligne sont privées de ressources, ce qui affecte non seulement le moral, mais rend également beaucoup plus difficile pour les commandants sur place de planifier et de mener leurs assauts. Pris séparément, ces incidents paraissent mineurs, mais leurs effets s'additionnent. Chaque action accroît la pression sur la logistique ennemie, soulignant la valeur souvent sous-estimée des actions de guérilla visant les chaînes d'approvisionnement et la coordination. Et il est clair que Moscou commence à en avoir assez des pitreries d'Atesha. Le groupe a été officiellement classé comme organisation terroriste en 2024 aux côtés d'autres mouvements partisans et de résistance. En conséquence, les agents d'Atesha ne sont pas seulement traqués par les forces de l'ordre local, mais aussi par les plus hautes autorités du pays. Zoka note que le groupe a à ses trousses des agents du Service fédéral de sécurité, le FSB, ainsi que la Garde nationale russe et la direction principale de l'état-major général, le GRU. Et la Russie n'a pas peur de faire des coups bas pour tenter de retrouver ceux qui cherchent à perturber ses opérations de l'intérieur. Zoka note que l'ennemi a, par exemple, créé toute une série de faux comptes Atesh sur des applications de réseaux sociaux comme Telegram. Des agents du renseignement russe se font passer pour des membres d'Atesh sur ces canaux, espérant attirer des personnes susceptibles de vouloir rejoindre la cause avant de leur tendre des pièges pour les prendre sur le fait. Malheureusement, si beaucoup de personnes sont assez avisées pour éviter de tomber dans ces pièges, ce n'est pas le cas de tout le monde. En mars 2024, par exemple, il y a eu un incident au cours duquel un garçon de 13 ans a été piégé par l'un de ces canaux.
Des imposteurs russes lui ont d'abord demandé de collecter des photos et des vidéos d'un site où les forces russes étaient temporairement déployées, puis l'ont incité à commettre des attentats terroristes et à préparer une fusillade dans une école. Comme le confirme Zoka, le vrai Atesh ne ferait jamais cela. Il ne cherche pas à nuire aux civils, ni à semer le chaos au sein de sa propre population. Ses agents visent seulement des cibles militaires, utilisant des moyens discrets pour perturber l'effort de guerre russe. L'incident a malheureusement nui à la réputation du groupe, car certains ont cru les médias russes affirmant qu'Atesh préparait des activités terroristes. Certains agents nous ont écrit pour exprimer leur mécontentement et nous avons dû expliquer que c'était faux. On nous a piégés, nous avons des limites morales et ne sommes pas des terroristes. Heureusement, le groupe s'est vite remis et n'a cessé de se renforcer depuis. Zoka note qu'Atesh a connu une vague de nouvelles recrues dans les régions occupées de Donetsk et de Luhansk, qui sont sous contrôle partiel russe depuis plus de 10 ans maintenant. Il pense que beaucoup de personnes dans ces régions en ont assez de l'occupation russe, de la corruption et du non-respect de leurs promesses. En effet, des rapports montrent que, malgré la promesse du président Vladimir Poutine de libérer le peuple du Donbass d'une oppression ukrainienne fictive, la qualité de vie des habitants de ces régions s'est effondrée depuis l'arrivée des troupes russes. À Luhansk, il devient courant que les habitants passent des mois sans toucher de salaire pour leur travail. Certains ont perdu leur emploi, remplacés par des Russes, tandis que beaucoup ont vu leurs maisons détruites ou endommagées par la guerre et restent sans abri, les autorités russes n'ayant pas su leur fournir un logement adéquat. Comme l'indique Zoka, les gens se sentent floués, offensés et cherchent à lutter contre cette injustice. Les Russes aussi continuent de contacter le groupe en nombre croissant au fil des mois. Chacun a ses propres raisons de le faire. Certains cherchent simplement à gagner un peu d'argent en plus. Certains se sentent piégés dans l'armée russe et cherchent à s'en sortir, tandis que d'autres, désabusés par la guerre, estiment avoir été trompés pour aller au front. Aujourd'hui, environ 2000 agents et informateurs forment ce vaste mouvement, qui est devenu nettement plus sophistiqué depuis ses débuts à l'été 2022. Les agents disposent maintenant d'outils de sécurité avancés, tels que des VPN pour masquer leurs activités en ligne et des téléphones jetables pour communiquer discrètement avec d'autres partisans. Moscou, quant à elle, continue de peiner et de lutter dans ses tentatives maladroites pour contrer les activités d'Atesh. Zoka notant que, dans certaines régions, Atesh est classé à un niveau de menace presque équivalent à celui de l'agence officielle de renseignement ukrainienne, le GUR. Comme il le conclut, ils nous prennent très au sérieux, et ils ont bien raison. Les soldats russes sont terrifiés, mais commencent à s'habituer au bourdonnement des drones au-dessus d'eux. C'est la nature de la guerre en Ukraine, mais la situation actuelle est différente. D'un autre monde. Une horreur venue du ciel, silencieuse, indétectable, qui massacre les soldats russes par dizaines. Pour être franc, les larbins de Poutine ont peur, et ils devraient l'être. Les Martiens ont atterri. Ils ne sont que le début d'une vague d'anéantissement par l'IA qui frappera les forces russes. Les premiers indices sur l'apport de l'Ukraine au combat sont venus de Russie et de ses services de sécurité, pas de l'Ukraine elle-même. Le 21 avril, l'agence de presse russe TASS a relayé une citation d'une source au sein des services de sécurité russes, qui a parlé de quelque chose de monstrueux dans le ciel. Ces drones sont difficiles à repérer à l'avance avec des détecteurs de drones, a déclaré la source d'un ton inquiétant. La source a nommé ces nouveaux drones et expliqué pourquoi ils terrorisent chaque soldat russe en Ukraine actuellement. La caractéristique principale du drone martien est qu'il fonctionne presque totalement en silence. Il n'est audible qu'en plongeant sur une cible, compliquant la tâche du personnel des avant-postes pour anticiper une attaque martienne, selon la source. Silencieux, mortel, apparemment venu d'un autre monde. On commence à avoir l'impression que la Russie s'est retrouvée à amener des chars et de la chair à canon dans une guerre de science-fiction, et qu'elle n'a aucune réponse à ce que l'Ukraine a déchaîné. Les sources russes anonymes ne sont pas seules à souligner l'horreur des Martiens. À Olivka, où les drones surnaturels de l'Ukraine ont causé le plus de ravages, le maire installé par les Russes, Ivan Prekodko, a parlé avec effroi de ce à quoi les pantins de Poutine doivent maintenant faire face. Les nouveaux drones ukrainiens atteignent 300 km/h en croisière, selon Rikodko, les rendant plus rapides que la plupart des drones FPV et à fibre optique sur la ligne de front. Le vrai problème pour la Russie est que les nouveaux drones ukrainiens sont désormais contrôlés par l'intelligence artificielle, sans opérateur, indétectables par les systèmes de guerre électroniques et invisibles aux détecteurs de drones, révèle Rikodko.
L'Ukraine ne dit presque rien à propos de ces drones, ce qui signifie également que nous ne savons pas grand-chose par les canaux officiels sur ce que sont les Martiens. Mais nous savons tout de même certaines choses. L'une d'elles est qu'il y a une influence surprenante de Google, qui se fait maintenant sentir sur le champ de bataille. Restez avec nous pour découvrir comment cela, ainsi que quelques autres anecdotes intéressantes sur les Martiens, a pris tout le monde de court. Actuellement, les spécifications techniques des nouveaux drones ukrainiens à IA comptent moins que leurs résultats sur le terrain. France 24 répète que ces drones sont absolument silencieux jusqu'au moment où ils fondent sur un soldat russe malchanceux. À cela s'ajoute la tendance de ces nouveaux drones à voler si près du sol que les systèmes de défense aérienne ne peuvent pas les repérer. Les radars dirigés vers le ciel sont inefficaces face à une menace aérienne volant à basse altitude. Ajouter l'IA à une grande puissance destructrice aggrave encore le problème. Quand ces drones indétectables n'éliminent pas des soldats russes, ils attaquent directement les systèmes de défense chargés de les repérer. Pour la Russie, cela signifie qu'après l'atterrissage des Martiens, des brèches permettent l'arrivée d'autres drones et armes. Revenons à ce que nous savons sur les drones. Une vitesse de croisière de 300 km/h, ce qui n'est pas négligeable. Nous savons aussi qu'ils sont silencieux, pratiquement indétectables, et qu'il y a une sorte de composante d'intelligence artificielle. Mais d'où viennent-ils? Et pourquoi, parmi tous les drones que l'Ukraine a introduits sur le champ de bataille, ce véhicule aérien sans pilote en particulier est-il traité par la Russie comme s'il venait de l'espace? Quelques informations du New York Times nous permettant de répondre à cette deuxième question. Il révèle que le Martien, du moins dans les premières versions de la technologie, semble voler depuis le début du mois de janvier 2025. À l'époque, il s'appelait Bourdon. Des rumeurs sur ses capacités sont apparues lors des tests de la nouvelle arme ukrainienne. En janvier, un Bourdon a réussi à arrêter net un camion logistique russe, tout en volant de façon autonome, selon la source. Quelques mois plus tard, un autre Bourdon a frappé un véhicule blindé russe, équipé de systèmes de guerre électroniques censés l'en empêcher, sans intervention humaine. La nouvelle s'est répandue en Russie. L'Ukraine disposait d'un nouveau type de drone qui ne pouvait pas être arrêté par des brouilleurs. La Russie a rapidement compris que pour capturer un drone ukrainien, il fallait en abattre un, en faisant de cette capture une priorité. La Russie y est parvenue plus par chance que par habileté, quelques jours seulement après l'attaque du Bourdon contre un blindé. Les débris du nouveau drone ukrainien ont été envoyés au Centre pour les solutions intégrées sans pilote, une grande entreprise de fabrication de drones près de Moscou. Le centre a fouillé les débris et a donné au Bourdon un nouveau nom, Marcianin, qui signifie martien en russe. Ce nom n'est pas anodin. La Russie a donné ce titre extraterrestre au nouveau drone ukrainien, en raison de l'implication possible d'une organisation inattendue dans la guerre en Ukraine. Non, pas Google, on y arrive. La NASA? Nous ne disons pas que la NASA a créé le drone martien pour l'Ukraine, mais selon la Russie, il est probable que la technologie permettant aux Martiens de frapper, sans être détectés des soldats russes, et du matériel militaire russe, provient du programme Ingenuity de la NASA. Dès 2020, la NASA a envoyé l'hélicoptère Ingenuity sur Mars, planète qui a donné son nom au drone. Il a effectué son premier vol en avril 2021, et au cours des 3 années suivantes, ce drone expérimental a réalisé 72 vols, tous effectués, pour déterminer à quel point un drone pouvait voler sur une planète comme Mars. Le drone Ingenuity a dépassé toutes les attentes. La NASA elle-même a déclaré que le drone a fini par s'élever plus haut et plus vite qu'on ne l'avait imaginé auparavant. Et selon le New York Times, le drone Ingenuity a effectué de nombreux vols de manière autonome. Au Centre pour les solutions intégrées sans pilote, les inquiétudes ont commencé à monter. En 1 ou 2 mois, des rapports accusaient presque les États-Unis d'avoir aidé à créer le nouveau drone terrifiant de l'Ukraine. Le Martien constitue une menace sérieuse, disait un rapport, précisant qu'aucune contre-mesure efficace n'existe ni n'est prévue prochainement. En d'autres termes, l'Ukraine vient d'apporter sur le champ de bataille un drone presque impossible à arrêter, et la seule façon de l'abattre, c'est d'avoir de la chance et de le toucher en tirant dessus. La Russie a raison, surtout, y compris l'implication des États-Unis. Mais l'empreinte de la NASA n'est pas la seule sur les drones martiens ukrainiens. Une autre influence, bien plus directe, intervient aussi. Cette influence vient directement de Google lui-même, et de sa volonté d'aller à contre-courant pour s'assurer que l'Ukraine dispose de tout ce dont elle a besoin pour riposter contre l'agression de la Russie. Cela, à lui seul, change tout pour l'Ukraine. Mais avant d'aller plus loin, ceci est un petit rappel. Vous regardez The Military Show. Si c'est le genre d'analyse que vous souhaitez voir, assurez-vous d'être abonné à The Military Show. L'influence visible dans le Martien vient de l'ex-patron de Google, Eric Schmidt.
Schmidt va plus loin que la plupart des soutiens à l'Ukraine, ne se limitant pas à écrire des chèques ou à prononcer des paroles aimables. Schmidt allie expertise technologique et puissance financière pour créer l'arme qui hante les soldats russes. Le Martien est l'une de ces armes, et c'est le produit d'une start-up dirigée par Schmidt appelée White Stalk. Forbes a révélé ce projet militaire top secret en janvier 2024, mais nous n'en avons guère entendu parler pendant des mois ensuite. Mais ce que nous avions entendu alors suffisait à convaincre quiconque attentif que White Stalk pouvait changer la donne pour l'Ukraine. Schmidt s'est mis au travail pour recruter certains des meilleurs et des plus brillants talents de la Silicon Valley. D'anciens employés d'entreprises comme Apple, SpaceX et l'ancienne société de Schmidt, Google, ont fini chez White Stalk, où ils travaillent aux côtés d'anciens membres d'agences fédérales américaines. Des hackathons ont commencé à avoir lieu. Schmidt use son influence pour acquérir des technologies inaccessibles aux autres entreprises privées. Le projet était, et est toujours, la création de drones dotés d'une IA qui peuvent être utilisés par l'Ukraine. C'est de tout ce travail que provient le Martien. Une technologie qui a vu le jour dans un laboratoire de la NASA et qui a fini sur Mars se retrouve maintenant en Ukraine. Il n'a pas besoin de GPS pour naviguer. Un balayage autonome du terrain suffit. Un moteur électrique pesant environ 10 kg et ce qui l'aide à rester silencieux. C'est bon marché. Il utilise des systèmes de détection et de reconnaissance électro-optique avancés, exploitant l'IA pour frapper précisément sa cible. Et même les vidéos et les données qu'il renvoie à l'Ukraine utilisent qu'à des signaux cryptés avancés, que la Russie ne peut pas pirater. Ce qui signifie que les hauts gradés militaires de Poutine ne peuvent même pas trouver d'indices sur le nouveau drone à partir des regards horrifiés sur les visages des soldats qui le voient arriver. Le Martien n'est pas un rêve irréalisable. Ce n'est pas une fantaisie d'un homme riche. Le Martien existe vraiment. Il détruit actuellement les forces et équipements russes, posant un gros problème à Poutine. Cependant, ce n'est que la partie émergée de l'iceberg. Derrière les gros titres sur le drone martien, la Russie fait face à un problème plus grave. La révolution de l'IA en Ukraine est bien lancée. Et la Russie prend un sérieux retard. Le ministère de la Défense ukrainien affirme que l'IA est le facteur décisif dans la lutte de l'Ukraine contre la Russie. Le 4 mai, le PDG du centre ukrainien d'IA de défense A1 Danilo Tzvok l'a clairement exprimé dans des déclarations publiées par le ministère. Selon Tzvok, l'utilisation de l'IA par l'Ukraine ne vise pas à créer un champ de bataille 100% autonome. Il s'agit d'efficacité et de la création d'armes qui minimisent les risques pour les soldats ukrainiens, tout en maximisant les dégâts infligés à la Russie. Et ce n'est pas tout, déclare Tzvok. Le travail accompli par des entreprises comme Defense IA Center A1, qui collaborent avec le gouvernement britannique, est essentiel pour protéger la démocratie dans tout l'Occident. Tzvok affirme que les démocraties doivent renforcer leur défense et que l'IA est essentielle pour protéger la paix. Des propos peut-être teintés d'un certain intérêt personnel de la part d'un gourou de l'IA. Mais la fanfaronnade de Tzvok révèle que l'Ukraine considère les armements dotés d'IA qu'elle introduit sur le champ de bataille comme l'une des avancées les plus importantes réalisées jusqu'à présent dans la lutte contre l'autoritarisme de Poutine. Le Martien est à l'avant-garde d'une nouvelle vague de drones dotés d'IA qui mettent à mal l'offensive russe. Les drones ne sont pas les seuls concernés par la vague d'IA en Ukraine. D'autres armes sont automatisées pour donner à l'Ukraine un avantage contre les forces de Poutine. Nous en parlerons bientôt. Restons sur les drones pour l'instant. Le chef du bureau présidentiel ukrainien, ex-responsable du renseignement, Kirilo Boudanov, a affirmé que le champ de bataille a atteint un point où les limites des technologies existantes sont atteintes, ce qui force l'émergence de nouvelles technologies si l'Ukraine veut garder une longueur d'avance. La transition vers des systèmes autonomes est essentielle. Ces plateformes doivent être capables d'identifier des cibles et de manœuvrer de manière autonome, sans contrôle humain direct. L'Ukraine dispose déjà d'avancées dans ce domaine, qui devrait devenir un facteur important et potentiellement inattendu sur le champ de bataille prochainement, selon Oudanov. Le champ de bataille n'est pas encore totalement autonome, mais cela semble être l'objectif de l'Ukraine. L'Ukraine ne se limite pas à envisager l'avenir, elle investit du temps et de l'argent pour rendre le champ de bataille plus autonome. Des entreprises comme Swarma, qui développent des logiciels permettant de coordonner des essaims de drones composés de toutes sortes de véhicules aériens sans pilote, travaillent à rendre la technologie d'IA de l'Ukraine aussi répandue que possible au sein de ses forces de systèmes sans pilote. La technologie de Swarmer a déjà été utilisée dans plus de 100 000 missions en Ukraine depuis son introduction en avril 2024, rapporte Ukraine Arms Monitor. Des entreprises comme White Stalk développent des technologies et des drones plus spécifiques, même si chaque système individuel peut servir d'inspiration pour les futures générations de drones que l'Ukraine déploiera sur le champ de bataille. L'Ukraine a suffisamment d'entreprises concrétisant sa stratégie axée sur les drones.
Un véritable mastodonte de l'industrie de la défense existe déjà dans le secteur des drones, et il devrait fabriquer 7 millions de drones pour l'Ukraine rien qu'en 2026, rapporte le Kiev Independent. Cela représente environ 19 000 drones fabriqués par jour, certains coûtant à peine 500 $, mais capables malgré tout de détruire des systèmes russes valant plusieurs millions de dollars, comme les défenses aériennes, qui échouent actuellement face aux Martiens. En IA, l'Ukraine compte plus de 200 entreprises développant des technologies de drones et des technologies connexes, utilisant l'intelligence artificielle. Ces entreprises ont enregistré plus de 300 développements de drones liés à l'IA sur la plateforme Brave One, créée par l'Ukraine pour favoriser la collaboration entre ces producteurs de drones décentralisés et leur assurer un soutien direct du gouvernement. Sur le champ de bataille actuellement, l'Ukraine dispose de plus de 70 systèmes utilisant l'IA et déjà déployés. Le Martien, aussi terrifiant soit-il pour les soldats de Poutine, n'est que la partie visible de l'iceberg, comme nous l'avons dit plus tôt. C'est ce que nous voulions dire. Le drone surnaturel de l'Ukraine est à l'avant-garde d'une véritable révolution qui terrorise les Russes au point de leur faire brunir le pantalon, plus encore que le nez des laquais de Poutine. Ce que nous voyons actuellement, c'est que l'Ukraine entre dans une nouvelle phase de la guerre, différente de tout ce qui a été vu auparavant. L'intégration de l'IA permet aux drones ukrainiens d'identifier et de cibler de manière autonome des objectifs, tout en naviguant dans des conditions complexes, saturées de guerre électronique. Ces drones traitent beaucoup plus de données, bien plus vite qu'un humain, permettant des ajustements en temps réel des actions des drones ukrainiens, avec une intervention humaine minimale. Nous assistons à l'aube de l'autonomie en action, et il ne faudra pas longtemps avant que le soleil des drones dotés d'IA ne s'élève si haut qu'il brûlera la Russie. Chaque jour, de nouveaux prototypes de drones et de logiciels sont testés, en grande partie financés par l'Ukraine et ses partenaires. Des personnes comme Eric Schmidt se présentent aujourd'hui comme des défenseurs de la cause russe, investissant pour fournir une technologie digne de Star Wars. Des armes qui étaient autrefois limitées par les câbles à fibre optique qui y étaient attachés, ou par les connaissances que leurs opérateurs avaient du champ de bataille, sont maintenant capables de voler en essaim, sélectionnant des cibles au fur et à mesure, tout en surmontant tous les moyens que la Russie possède pour les arrêter. Avant l'aube du nouveau jour, l'Ukraine doit continuer à se renforcer. L'IA offre clairement de nombreux avantages dans le domaine des drones. Mais s'il y a une chose que nous avons apprise sur l'Ukraine depuis que Vladimir Poutine a lancé son invasion, c'est que l'Ukraine n'hésite jamais à exploiter une découverte dès qu'elle en fait une. Les drones IA sont à l'avant-garde de la révolution de l'autonomie, mais l'Ukraine intègre l'IA dans bien d'autres armes que Martian et ses semblables. L'IA apparaît partout, ce qui est une mauvaise nouvelle pour la Russie. Le 9 mai, le Kiev Post a annoncé que l'Ukraine a créé une nouvelle tourelle équipée d'IA grâce au cluster Brave One, utilisé pour traquer et détruire les drones russes à fibre optique. Ces drones, semblables à ceux à IA d'Ukraine car insensibles à la guerre électronique, ne sont pas autonomes et restent limités par la longueur de leurs câbles. L'Ukraine répond à ces drones en intégrant plus d'IA dans des tourelles actives dans 10 unités sur le champ de bataille, qui devrait bientôt devenir une défense standard contre l'une des principales armes russes en première ligne. L'Ukraine utilise aussi l'IA dans des armes semblant d'un autre monde. Le 9 mai également, Interesting Engineering a rapporté que l'Ukraine teste un nouveau laser anti-drones, avec une portée d'engagement d'environ 5 km. Le Trizoub, ce laser, entame sa dernière phase de test avant son déploiement sur le champ de bataille. Grâce aux défenses laser, l'Ukraine peut détruire les drones Shahed russes presque gratuitement, sans fabriquer de munitions ou de drones intercepteurs. Le laser a déjà été testé avec succès sur des cibles de 18 cm, ce qui signifie que les Shaheds ne poseront aucun problème. L'IA sert à suivre et cibler rapidement le drone russe en approche, permettant au laser de l'abattre avant même qu'il ne comprenne ce qui l'a frappé. Vous rappelez-vous quand nous avons dit que l'Ukraine juge cette technologie si essentielle qu'elle pense défendre l'idée même de démocratie? Ce ne sont pas de simples paroles de l'Ukraine. En avril, le magazine NSS a révélé que l'Ukraine partage avec ses alliés occidentaux les données collectées via ses drones et systèmes IA pour entraîner leur propre modèle d'IA. L'IA devient plus qu'un outil pour l'Ukraine sur le champ de bataille. Des drones comme le Martien ajoutent une nouvelle dimension de terreur pour Poutine et ses sbires, car l'Ukraine utilise activement les données qu'elle collecte pour se rendre encore plus indispensable aux nations qui souhaitent s'opposer à la tyrannie de Poutine. Les progrès ukrainiens profitent à tout l'Occident. Cela signifie que la Russie fait face à un Occident de plus en plus uni, non seulement idéologiquement, mais aussi en capacité à lui résister. La Russie essaie de suivre le rythme. Elle développe ses propres drones dotés d'IA et tente de déployer cette technologie contre l'Ukraine.
Les drones russes sont moins avancés et sujets à des erreurs, dépassés par les premières IA ukrainiennes. Les rapports russes indiquent que le guidage terminal autonome ukrainien, utilisé sur le drone martien, atteint plus de 70% de frappes directes, ce qui est remarquable face aux défenses aériennes, à la guerre électronique et aux contre-mesures russes. Vladimir Poutine doit désormais affronter une réalité simple. Les Martiens ont atterri. Ils ne sont que le début d'avancées ukrainiennes ayant changé les règles de la guerre moderne. La technologie va s'améliorer. La Russie va se faire encore plus dessus. Et le massacre alimenté par l'IA, qui a déjà commencé et qui ne fera qu'empirer, a le potentiel d'arrêter l'invasion de Poutine net. La Russie est désormais une zone de guerre. Oui, toute la Russie. Des bases aériennes et raffineries en feu. Des drones frappant des cibles à des centaines de kilomètres du front comme si de rien n'était. Des endroits qui étaient censés être intouchables sont maintenant frappés. Et le message, c'est qu'aucun endroit n'est sûr. Et voici la partie qui fait vraiment mal à Moscou. Cela ne s'est pas produit du jour au lendemain. Cela se prépare depuis des années. Une frappe à la fois, chacune plus profonde, plus audacieuse et plus difficile à arrêter. La Russie pensait pouvoir franchir les frontières de l'Ukraine et prendre tout ce qu'elle voulait. Elle ne s'attendait pas à rencontrer beaucoup d'opposition, et elle ne s'attendait certainement pas à devoir subir des attaques de représailles sur son propre sol. Mais la Russie s'est lourdement trompée. L'Ukraine a résisté, elle a défendu son territoire. Et avec le temps, elle est allée plus loin, lançant des drones, des missiles et même de véritables incursions dans des régions russes. Petit à petit, frappe après frappe, l'Ukraine a porté la guerre sur le sol russe. Cela a transformé tout le pays en une zone de guerre active, au point que l'ancien ministre de la Défense et actuel secrétaire du Conseil de sécurité du pays, Sergueï Shoigu, a admis en mars 2026 qu'aucune région de la Russie ne peut se sentir en sécurité. Voici donc un retour sur la façon dont on en est arrivé là, comment la Russie a échoué de façon aussi spectaculaire à atteindre ses objectifs, et comment l'Ukraine s'est levée, défiant tous les pronostics pour infliger à son ennemi une bonne dose de son propre poison. Parce qu'au début de la guerre, l'idée même que l'Ukraine puisse mener ne serait-ce qu'une attaque mineure sur le sol russe était pratiquement impensable. Les deux pays étaient peut-être voisins, avec des liens historiques étroits et des connexions culturelles, mais en matière militaire, ils étaient à des années-lumière l'un de l'autre. L'un était un véritable Goliath du monde militaire, une force historique avec l'une des plus grandes et des plus puissantes armées de terre au monde. Des milliers de chars, des dizaines de milliers de véhicules blindés, des stocks soviétiques remplis à ras-bord de blindés et de munitions, d'énormes quantités d'artillerie, de bombes et de missiles prêts à infliger des dégâts inimaginables. La Russie comptait aussi des forces aériennes et navales de premier plan mondial et près d'1 million de militaires actifs. En revanche, l'Ukraine était à peine visible sur le radar des grandes puissances militaires. Elle n'était pas vue comme une force sérieuse, d'où l'attente des experts que l'Ukraine aurait du mal à résister si la Russie envahissait. Même les analystes les plus optimistes pensaient que l'Ukraine pourrait au moins défendre une partie de son territoire, mais ils n'imaginaient pas que les forces de Kiev seraient capables d'infliger des dégâts sérieux aux moyens ou aux infrastructures russes au-delà de leurs frontières. Très vite, les premiers signes de la force cachée de l'Ukraine sont apparus, et dès les premiers mois de la guerre, des rumeurs ont circulé. Des rumeurs d'attaques sur des sites en Russie, dont un dépôt de pétrole à Belgorod, circulaient. Plusieurs incidents n'ont pas été confirmés. Certains étaient même jugés créés par le Kremlin pour attiser la colère contre l'Ukraine et renforcer le soutien à la guerre. Mais au fil des semaines et des mois, de plus en plus de ces incidents semblaient commencer à se produire. Des explosions suspectes ont eu lieu dans toutes les régions frontalières de la Russie, provoquant des incendies dans des dépôts de pétrole et des frappes de drones. Plus tard, on a découvert qu'au moins une partie de ces attaques venait de groupes anti-guerre russes et non des forces ukrainiennes. Des saboteurs du groupe Stop the Wagons ont détruit des parties de l'infrastructure ferroviaire de leur propre pays, par exemple pour retarder l'acheminement des fournitures et des munitions vers les lignes de front. Et même si l'Ukraine n'était pas directement responsable de ces attaques, elle constituait les premières preuves que la Russie ne sortirait pas indemne de cette soi-disant opération militaire spéciale. Et à la fin de 2022, moins d'un an après le début de la guerre, l'Ukraine a mené sa première frappe confirmée. 2 frappes en fait. Elles se sont déroulées sur les bases aériennes d'Engels et de Diaghilevo, loin à l'intérieur du territoire russe, bien au-delà des frontières ukrainiennes. Ces bases abritaient certains des bombardiers russes les plus précieux et les plus avancés. Des avions comme le Tupolev 95, un bombardier stratégique introduit à l'époque de l'Union soviétique et utilisé pour mener des attaques de missiles de croisière contre les infrastructures ukrainiennes.
Le 5 décembre 2022, ces deux bases aériennes ont été incendiées par l'Ukraine. Des explosions ont retenti et des rapports ont fait état de dégâts tant sur les infrastructures que sur les avions. Une attaque ultérieure a frappé Engels quelques semaines plus tard, le 26 décembre, apportant la preuve précieuse que les frappes initiales n'étaient pas des incidents isolés ou des accidents, et que l'Ukraine était bel et bien prête et capable de frapper les Russes là où et quand ils s'y attendaient le moins. C'était la première fois que la Russie ressentait vraiment la guerre sur son propre sol, mais ce ne serait pas la dernière. En 2023, la guerre a commencé à changer. Le conflit avait débuté de façon conventionnelle, la Russie misant sur des colonnes de chars et véhicules blindés pour submerger l'opposition. Les défenseurs ukrainiens creusaient des tranchées et fortifiaient leur position, utilisant toutes leurs armes et leur artillerie pour repousser l'ennemi. C'était une bataille d'usure où chaque camp prenait l'avantage tour à tour, semblable à bien d'autres conflits du XXe et début XXIe siècle. Mais ensuite, les drones sont arrivés. Au cours des dernières phases de 2022 et au début de 2023, la Russie a commencé à utiliser des drones de façon de plus en plus fréquente pour mener des attaques aériennes contre les positions ukrainiennes en première ligne et les infrastructures civiles. L'Ukraine a dû se défendre contre une menace nouvelle, rapide, peu coûteuse et facilement produite en masse que la Russie pouvait déployer en grande quantité. Des essaims bourdonnants de drones explosifs, difficiles à détecter sur les radars et étonnamment compliqués à intercepter avec les défenses conventionnelles, capables d'infliger d'énormes dégâts en une seule nuit. Mais l'Ukraine n'a pas simplement subi cette nouvelle ère de la guerre par drone. Elle en a tiré des leçons, elle s'est adaptée et a commencé à développer sa propre industrie nationale de drones. Si Moscou pouvait le faire, alors Kiev le pouvait aussi. Et le 3 mai 2023, le monde a eu un aperçu de ce que les drones ukrainiens pouvaient faire lorsque plusieurs d'entre eux ont frappé un autre aérodrome russe, cette fois dans la région de Bryansk. 2 cibles ont été touchées, 2 autres ont été complètement détruites. Un autre drone n'a pas été retrouvé. Le même jour, des rapports signalent aussi une attaque de drones contre le Kremlin, siège du gouvernement russe. Plus tard ce mois-là, d'autres drones sont aperçus à Moscou, dont 8 entrent dans la capitale. Même s'ils n'ont pas causé beaucoup de dégâts, cela restait un énorme événement. L'Ukraine, cette petite nation que personne ne s'attendait à voir capable de résister, avait d'une manière ou d'une autre réussi à organiser une attaque contre la capitale russe à près de 500 km au-delà de ses frontières. La capitale et plus grande ville de Russie, qui abrite plus de 13 millions de personnes, le même endroit où les oligarques les plus riches du pays et son président apparemment tout-puissant, Vladimir Poutine, passaient une grande partie de leur temps frappés par des armes ukrainiennes. Si Kiev parvenait à cela seulement 1 an après le début de la guerre, tout en repoussant de lourds assauts russes sur la ligne de front et des frappes aériennes quasi constantes jour et nuit, de quoi d'autre serait-elle capable? Nous allions le découvrir. Au fil de l'année 2023, les frappes de drones ukrainiens sont devenues de plus en plus fréquentes, mais Kiev préparait quelque chose d'encore plus grand. À la fin du printemps, les forces armées ont traversé la frontière ukrainienne vers la région russe de Belgorod, lançant la première grande incursion terrestre que la Russie devait affronter. Les forces étaient surtout formées de volontaires non ukrainiens, dont des groupes russes anti-Kremlin comme la Légion Liberté de la Russie et d'autres venus de Pologne ou de Biélorussie. Mais cela était la plus grande attaque transfrontalière de la guerre jusqu'alors. Les combattants volontaires ont saboté, endommagé et détruit des infrastructures et du matériel russe, tout en soutenant les défenseurs ukrainiens le long de l'axe Soumy-Kharkiv. Ils ont également eu un impact profond sur le moral des troupes du Kremlin. Tant de ces soldats avaient été nourris de mensonges. On leur avait dit qu'ils étaient des héros envoyés pour libérer l'Ukraine. On leur avait fait croire que le peuple ukrainien les accueillerait à bras ouverts, que leur opération militaire spéciale serait terminée en quelques semaines et que les drapeaux russes flotteraient facilement dans les rues de Kiev. Non seulement ces affirmations étaient fausses, mais des forces d'opposition franchissaient désormais la frontière russe et entraient sur leur territoire. Rien de cela n'était censé arriver. Pour beaucoup en Russie, c'est alors qu'ils ont senti que la guerre échappait dangereusement au contrôle du Kremlin. La situation allait encore empirer. Avant d'aller au cœur du sujet, c'est pourquoi nous faisons cette émission militaire, expliquer le fonctionnement réel du pouvoir. Si vous êtes nouveau ici, abonnez-vous pour ne rien manquer de la suite. 2024 allait s'avérer être une année charnière dans le conflit, à plus d'un titre. Poutine et ses acolytes du Kremlin espéraient que cette année serait celle où l'armée russe briserait définitivement l'Ukraine, avec un effort massif et généralisé le long des lignes de front, visant à écraser les défenses du pays et à ouvrir la voie à la victoire. Cela ne s'est pas du tout passé comme prévu.
Au lieu de s'affaiblir, l'Ukraine est devenue nettement plus forte en 2024. Ces attaques de drones contre des cibles russes sont devenues plus fréquentes et plus stratégiques. Les commandants de Kiev sélectionnent désormais leurs cibles avec plus de soin, visant aussi les infrastructures pétrolières, en plus des bases aériennes et dépôts de munitions. Ils ont reconnu que le pétrole était sans doute la ressource la plus importante dont disposait la Russie, car c'est le pétrole qui alimentait la machine de guerre du Kremlin, à la fois directement et indirectement. Il servait de carburant pour faire avancer les chars et maintenir les bombardiers en vol. Il rapportait aussi d'énormes sommes à l'économie russe que Vladimir Poutine utilisait pour financer la guerre, payer les soldats et produire massivement des équipements militaires. Si l'Ukraine pouvait anéantir l'infrastructure pétrolière de la Russie, elle pourrait potentiellement gagner la guerre, et c'est exactement ce qu'elle a fait. Au cours de l'année 2024, il y a eu au moins 84 attaques ukrainiennes confirmées contre l'infrastructure pétrolière de la Russie, principalement des raffineries, mais aussi des oléoducs et des réservoirs de stockage. L'infrastructure militaire a également subi toute la férocité ukrainienne. Et ce n'était plus seulement des drones. L'industrie de défense de Kiev, en pleine évolution, produisait aussi des missiles plus grands et performants, capables de voler plus loin et plus vite que les précédents, dépassant même les capacités de nombreuses munitions occidentales envoyées à l'Ukraine par ses alliés européens et d'ailleurs. Il y a eu plus de 50 frappes de missiles Neptune pendant cette période, par exemple, et même des frappes de drones à longue portée sur des cibles situées à près de 1600 km à l'intérieur du territoire russe, comme l'usine électromécanique Kupol dans la région d'Ijevsk. C'est aussi à cette époque que les alliés de l'Ukraine ont autorisé l'usage de leurs armes contre des cibles en Russie, et pas seulement dans les territoires occupés. Cela fait aussi de l'Ukraine une menace encore plus grande pour Moscou, avec des missiles Storm Shadow et américains frappant des aérodromes et autres sites clés. En mer aussi, l'Ukraine a multiplié les attaques. Elle a mené de nombreuses frappes contre la tristement célèbre flotte russe de la mer Noire, coulant le croiseur amiral Moskva en 2022 et détruisant plusieurs navires de débarquement, navires lance-missiles et sous-marins durant la guerre. Les dégâts étant si importants, les commandants russes ont décidé de déplacer la plupart de la flotte vers des eaux plus sûres, retirant les navires auparavant stationnés près des côtes de la Crimée. Cela a non seulement rendu ces navires moins menaçants en termes de frappes de missiles sur le sol ukrainien, mais cela a également ouvert des voies de passage pour l'exportation de céréales et d'autres marchandises depuis l'Ukraine, redonnant un peu de vie à l'économie du pays en difficulté. Puis a eu lieu une attaque encore plus grande, l'incursion de Koursk. Le 6 août 2024, les forces ukrainiennes ont ramené la dure réalité de la guerre en Russie comme jamais auparavant, établissant leur propre nouvelle ligne de front dans la région de Koursk. Ils ne voulaient ni prendre le territoire russe ni massacrer des civils, contrairement à la machine de guerre du Kremlin en Ukraine. Il s'agissait plutôt d'une décision stratégique visant à rediriger les forces russes, qui surpassaient en nombre et submergeaient certaines positions ukrainiennes ailleurs, les forçant à disperser leurs ressources pour contrer l'invasion de Koursk, offrant ainsi un répit aux défenseurs de l'Ukraine. Au début, les forces ukrainiennes ont rencontré peu de résistance. Il n'y avait pas assez de troupes russes sur place pour résister efficacement, et beaucoup étaient inexpérimentés et mal préparés à une telle incursion. Ainsi, l'armée de Kiev a vite contrôlé des villes et villages clés, capturant des soldats et détruisant ou saisissant tout équipement russe rencontré. À leur apogée, les forces armées ukrainiennes étaient présentes dans plus de 80 localités russes et ont tenu jusqu'en mars 2025 avant que les commandants de Kiev ne décident de se retirer. La Russie a tenté de présenter cela comme une sorte de victoire. En réalité, c'était une défaite écrasante. Pour la première fois depuis des décennies, une force ennemie franchissait les frontières russes et contrôlait une partie du territoire. Même après avoir quitté la zone, l'Ukraine a causé de lourds dégâts et de nombreuses pertes humaines, laissant des mines et explosifs improvisés à gérer par les Russes. Cela a aussi distrait l'ennemi assez longtemps pour permettre à l'Ukraine de se rétablir et se regrouper ailleurs sur le front, empêchant le Kremlin de prendre des villes importantes. Dans l'ensemble, 2024 a été une année impressionnante pour l'Ukraine, en ce qui concerne sa capacité à riposter avec succès contre son ennemi. 2025 a été encore meilleur. L'année venait à peine de commencer que des drones ukrainiens ciblaient déjà Moscou, avec une frappe massive impliquant 240 véhicules aériens sans pilote envoyés depuis l'Ukraine, franchissant la frontière et visant à la fois des sites militaires et des infrastructures pétrolières à travers les régions russes. Et ce n'était que le début. En 2025, les frappes de drones ukrainiens contre les positions russes sont devenues presque quotidiennes, alors qu'elles étaient auparavant mensuelles ou bimensuelles.
À ce stade, l'Ukraine avait maîtrisé l'art de la guerre des drones et surpassé son adversaire en produisant une gamme de drones plus diversifiés et plus efficaces, les utilisant à la fois pour anéantir les infrastructures et briser le moral de l'adversaire. Elle fabriquait également des drones en bien plus grande quantité qu'auparavant, passant de 20 000 par mois à 200 000. Des usines de production militaire, des raffineries de pétrole, des entrepôts, des aérodromes, une cible après l'autre était détruite et incendiée par les frappes kamikazes de l'Ukraine. Les frappes sur les infrastructures pétrolières se sont intensifiées et Poutine en subit désormais les conséquences économiques. Les frappes ukrainiennes ont coûté à la Russie près de 12 milliards de dollars, faisant brûler d'innombrables litres de pétrole et réduisant la production. Les drones et missiles ont aussi détruit des atouts militaires majeurs du Kremlin, dont des systèmes de défense aérienne et radars valant des milliards de dollars. Puis est venue l'attaque la plus dévastatrice et la plus emblématique de toutes, l'opération Toile d'araignée. Le 1er juin 2025, l'Ukraine a exécuté un plan qui avait été préparé pendant plus d'1 an. Elle a caché des dizaines de drones dans des camions, ensuite envoyés à divers sites stratégiques près des principales bases aériennes russes. Une fois en position, le camion s'est ouvert et les essaims ont été libérés, déchaînant le feu sur les bombardiers nucléaires russes et d'autres avions. D'après les rapports, l'attaque a détruit ou endommagé un tiers de la flotte de bombardiers russes, causant des milliards de dollars de pertes pour le Kremlin en une journée. La flotte de la mer Noire était également dans le viseur de Kiev, avec plusieurs attaques majeures au cours de l'année 2025 endommageant et même coulant plusieurs navires russes, détruisant des infrastructures maritimes importantes comme le base sous-marine de Nolozik et envoyant un message clair au Kremlin. Peu importe jusqu'où vous fuyez ou où vous cachez vos navires, ils seront trouvés et ils seront détruits. Et ainsi, nous entrons en 2026, une autre année charnière dans une guerre qui, selon la Russie, ne devait durer que quelques semaines. Après des années d'efforts, de souffrances et d'attaques russes incessantes, l'Ukraine aurait pu fléchir. En réalité, c'est précisément ce sur quoi comptait Vladimir Poutine, pensant qu'en prolongeant la guerre, l'Ukraine finirait par céder sous le poids de sa puissante machine de guerre. Mais cela ne s'est pas produit. Au début de 2026, l'Ukraine n'a pas relâché ses efforts, elle n'a pas reculé, elle a intensifié la lutte. Elle a poursuivi ses frappes dévastatrices contre les infrastructures pétrolières russes. Elle a accéléré le développement et le déploiement de nouvelles armes, comme le missile Flamingo à longue portée, tout en poursuivant la guerre avec les armes de ses alliés, dont les Storm Shadow de la France et du Royaume-Uni, et d'autres missiles étrangers. En février 2026, l'Ukraine a frappé l'usine de carburant pour missiles de la Russie dans la région de Tver. En mars, elle a aussi attaqué une usine de microprocesseurs et pièces de missiles. Le Flamingo a commencé à être aperçu de plus en plus régulièrement, frappant d'abord le champ d'essai de Kapustin Yard, puis touchant l'usine de Votkinsk, un site clé du complexe de défense russe. L'Ukraine a également perfectionné ses tactiques de drones, innovant et établissant de nouveaux records, comme dans la nuit du 8 mars lorsqu'elle a lancé un nombre impressionnant de 754 drones plus que jamais auparavant contre des cibles à travers la Russie et les régions occupées. Des milliers d'autres drones ont été envoyés dans les jours et semaines qui ont suivi, parcourant des centaines de kilomètres à travers l'espace aérien russe, contournant les soi-disant systèmes de défense aérienne de classe mondiale du Kremlin et atteignant leurs cibles dans des dizaines de régions différentes. Comme à la fin du mois de mars, lorsque l'Ukraine a frappé plusieurs des ports d'exportation de pétrole les plus importants de la Russie sur la mer Baltique, provoquant des incendies de grande ampleur et des perturbations sans précédent dans l'industrie pétrolière. Soudain, ce ne sont plus seulement quelques raffineries ou oléoducs touchés une fois par mois ou toutes les quelques semaines. Ce sont des rouages essentiels de la machine économique russe qui sont frappés presque chaque jour. D'innombrables litres de pétrole, des milliards de dollars de dégâts encore et encore. L'économie russe est à son point le plus faible depuis des années. La Banque centrale a dû augmenter les taux d'intérêt à un niveau record. Les familles russes ordinaires paient le prix de la guerre de Poutine, avec la hausse des prix des produits essentiels et un budget national consacré aux armes plutôt qu'à la santé ou à l'éducation. Chaque mois qui passe, la Russie s'affaiblit et l'Ukraine se renforce. Et les données le confirment. Même si la Russie continue de bombarder les villes et villages ukrainiens, les forces de Kiev ont infligé en retour des dégâts militaires et économiques importants. Leurs frappes sur les infrastructures pétrolières et autres sites clés ont rendu le conflit bien plus coûteux pour le Kremlin, et ils maintiennent la pression. La production de drones en Ukraine est passée de 800 000 par an en 2023 à 4 millions en 2025, avec des estimations allant de 5 à 10 millions pour 2026.
La production de missiles augmente et les capacités offensives et défensives de l'Ukraine n'ont jamais été aussi fortes, leur permettant de porter la guerre sur le territoire russe, même à des milliers de kilomètres de la frontière. Shoigu avait raison. Nulle part en Russie n'est sûr, et Poutine ne peut s'en prendre qu'à lui-même. C'était la seule chose que Poutine craignait de perdre, à tel point qu'il avait même trop peur de l'envoyer en Ukraine. Poutine l'a caché. À plus de 1700 km à l'intérieur de la Russie, ce que Poutine a présenté comme l'une des réalisations les plus impressionnantes de l'industrie russe s'est terré sur une piste d'atterrissage. L'Ukraine a refusé les absurdités de Poutine, a découvert ce qu'il cachait et l'a détruit. Elle l'a détruit sans ménagement pour que la Russie ne puisse pas l'utiliser. Les Su-57 russes sont hors service. Leur chute dément le mensonge russe affirmant que ces avions de chasse récents comptent parmi les meilleurs mondiaux. Nous allons dans la méconnue région de Tcheliabinsk, en Russie. Située à environ 1700 km, soit un peu plus de 1050 miles des frontières de l'Ukraine, Tcheliabinsk est plus proche du Kazakhstan que de l'Ukraine. C'est là qu'un complexe industriel de défense alimente la machine de guerre de Poutine depuis des années. La distance a toujours avantagé la région. La production de chars et de fabrication militaire lourde était possible car Poutine pensait que l'Ukraine ne pourrait pas frapper Tcheliabinsk. La région accueille aussi l'aérodrome russe de Chargol. La combinaison d'un aérodrome et de la distance faisait de Tcheliabinsk l'endroit idéal où Poutine pouvait cacher l'un des équipements militaires les plus précieux de la Russie, le Su-57. Poutine pensait que le chasseur ultra-moderne russe serait en sécurité à Chargol. Là-bas, les Su-57 russes étaient entretenus pendant l'entraînement des pilotes. Il s'avère que ces pilotes ne s'entraînaient pas vraiment, et que, pour plusieurs raisons, le Su-57 n'est pas ce que la Russie prétend, comme vous le verrez bientôt. Mais pour l'instant, cela n'a pas d'importance. Pourquoi ? Parce qu'à plus de 1000 miles à l'intérieur de la Russie, les Su-57 sont en train de brûler après qu'une frappe à longue portée de l'Ukraine ait marqué l'histoire. Des chasseurs cachés ont été exposés, et Poutine est furieux. L'état-major ukrainien a donné les informations principales dans un message télégramme le 1er mai. Oui, le 25 avril 2026, sur l'aérodrome de Chargal, dans la région de Tcheliabinsk, en Fédération de Russie, des soldats des forces des systèmes sans pilote des forces armées ukrainiennes ont frappé plusieurs chasseurs Su-57 et un bombardier chasseur Su-34, selon un communiqué de l'état-major général. C'est si factuel qu'on croirait que l'Ukraine n'a pas mené l'une des frappes les plus marquantes de la guerre. On a présenté cela comme une journée ordinaire pour l'Ukraine, ce qui effraiera Poutine plus que tout. Pas de quoi en faire tout un plat, dit l'Ukraine. Nous venons simplement de détruire vos avions de chasse les plus modernes avec une frappe supplémentaire, et nous pouvons recommencer. La Russie aurait peut-être tenté de prétendre qu'il ne s'est rien passé de tel si ce n'était pas pour l'existence de photos satellites. Les affirmations de l'Ukraine concernant une frappe à Chargol ne sont pas des mensonges ni de la propagande, elles sont bien réelles. La chaîne Telegram Exelenova Plus a été parmi les premières à montrer les dégâts causés par l'Ukraine dans une publication du 1er mai qui montre au moins un Su-57 et un Su-34 détruits sur le tarmac russe. Le blog Defense publie les mêmes images, indiquant qu'elles sont cohérentes avec les affirmations de l'Ukraine et montrent apparemment une attaque réussie sur le parking des avions de la base de Chargol. Aucune chance de t'en sortir cette fois, Russie. L'Ukraine a trouvé, attaqué et détruit quelque chose que Poutine cherchait désespérément à cacher. Et comme si cela ne suffisait pas aux dirigeants dictatoriaux russes, la frappe de Tcheliabinsk n'est pas la première fois que l'Ukraine neutralise un Su-57 russe. Comme le souligne le Kiev Post, c'est le deuxième cas où l'Ukraine neutralise un chasseur russe soi-disant de 5e génération. La première fois remonte à juin 2024, lorsque l'Ukraine a envoyé ses drones longue portée sur l'aérodrome d'Akhtchoubinsk, qui se trouve à environ 460 km, soit 286 miles, des frontières ukrainiennes. La frappe ukrainienne de 2024 a été partiellement réussie. Le magazine Military Watch confirme que la frappe a bien eu lieu, mais ajoute qu'on pense que le Su-57 endommagé de la Russie a pu reprendre du service après des réparations. Néanmoins, le message était passé. L'Ukraine pouvait atteindre le chasseur russe le plus moderne, et il n'est sûrement pas anodin que les Su-57 touchés en 2026 se trouvaient à une distance des frontières ukrainiennes plus de 3,5 fois supérieure. On dirait que Poutine les a fait reculer pour éviter une nouvelle frappe comme celle d'Akhtchoubinsk. Ça n'a pas marché.
Et si l'on en croit les images satellites de la carcasse calcinée d'un Su-57 à Chargol, l'Ukraine n'a pas répété l'erreur de 2024. Au moins un des Su-57 russes a été brûlé au point de ne plus pouvoir être récupéré. Et il pourrait y en avoir un autre, si l'état-major ukrainien dit vrai. On ne peut pas non plus ignorer le fait que l'Ukraine a détruit un des Su-34 russes lors de sa frappe de fin avril. Ce chasseur pourrait être encore plus crucial pour l'effort de guerre russe que le Su-57. Tandis qu'il reste caché sur une base aérienne jugée hors de portée par Poutine, le Su-34 a fait des ravages dans la campagne aérienne russe contre l'Ukraine. L'avion pénètre rarement sur le territoire ukrainien. La Russie a retenu la leçon, après avoir perdu près de 200 appareils en début de guerre, l'Ukraine ayant montré qu'elle pouvait contrer ses avions avec ses défenses anti-aériennes. Ainsi, le Sukhoi 34 a été principalement relégué au lancement de bombes guidées UMPK et UMPB sur l'Ukraine à des kilomètres derrière les lignes de front. Ces bombes sont larguées en si grand nombre qu'elles peuvent dévaster les villes et les défenses de l'Ukraine. Abattre un Sukhoi 34 prive la Russie d'un vecteur supplémentaire pour ses bombes guidées. C'est déjà un exploit en soi. Mais l'exploit bien plus impressionnant, et bien plus dommageable pour Poutine, c'est la destruction d'au moins un Sukhoi 57. Il y a deux raisons à cela, ce que la Russie prétend que le Sukhoi 57 est, et ce qu'il est réellement. La première raison souligne que la Russie a perdu un de ses meilleurs chasseurs. La seconde montre que l'Ukraine a prouvé que cet avion n'est pas à la hauteur des affirmations russes. Commençons par ce que la Russie veut que vous pensiez du Sukhoi 57. La Russie affirme que le Sukhoi 57 est son avion de combat le plus avancé. Difficile à contester si l'on croit ses déclarations. Il est censé être un chasseur de 5e génération que la Russie a achevé pour rivaliser avec des avions comme le F-22 et le F-35 américain. La Russie affirme qu'il possède bon nombre des caractéristiques qui rendent ces chasseurs furtifs si particuliers. La faible détectabilité, les soutes à armements internes réduisant la signature radar et une avionique avancée supérieure à celle des chasseurs russes de 4e génération sont mises en avant. La société russe, United Aircraft Corporation, alimente la propagande en affirmant que le Su-57 peut frapper des cibles aériennes, terrestres et maritimes à toute heure et par tous les temps. La société révèle que le premier lot de ces avions a été livré à l'armée russe en 2020, bien que le Su-57 ait effectué son vol inaugural 10 ans plus tôt. Ce retard indique-t-il que le chasseur russe de 5e génération connaît des problèmes? Vous le saurez bientôt. Au-delà de tout cela, Army Recognition note que le Su-57 peut être équipé de missiles R-77M guidés par radar actif et de missiles R-74M2 guidés par infrarouge, respectivement pour les engagements à longue et courte portée. Le Su-57 peut embarquer des missiles tactiques, furtifs, anti-navires et les mêmes bombes guidées que la Russie utilise avec ses Su-34. Sur l'ensemble de ses points d'emport, le Su-57 peut transporter 10 000 kg, soit environ 22 000 livres de munitions. Et avec une vitesse maximale de Mach 2 et une vitesse de super-croisière de Mach 1,3, il est aussi rapide qu'il est chargé en armement. Imaginons que le Su-57 soit à la hauteur de toutes les affirmations avancées par la Russie à son sujet. Si c'est le cas, alors l'Ukraine vient de détruire un avion qui représente ce que la Russie a de mieux à offrir du point de vue aérien. Avec un coût unitaire d'environ 100 à 120 millions de dollars, le Su-57 a un impact considérable sur le budget de guerre de la Russie. Et l'Ukraine vient de réduire tout cela à néant en un instant. L'Ukraine a aussi fait en sorte que le chasseur russe, pourtant redoutable et difficilement contrable, ne puisse jamais survoler son espace aérien. Seuls les Su-57 n'ont pas vraiment volé en Ukraine. Il y a d'importantes raisons pour lesquelles Poutine a caché les avions de chasse les plus modernes de la Russie aussi loin de l'Ukraine. Et vous allez découvrir quelles sont ces raisons. Mais avant d'entrer dans les détails, vous regardez l'émission militaire. Si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment idéal pour cliquer sur le bouton afin de ne jamais manquer l'une de nos vidéos. Nous n'avons pas caché que le Su-57 n'est pas aussi impressionnant qu'on le dit. Des signes montraient que le chasseur russe était un fiasco avant même qu'au moins un ne soit détruit par l'Ukraine en avril. L'Inde a été l'une des premières à alerter sur le Su-57. Pendant des années, elle a collaboré avec la Russie sur un projet de chasseur de 5e génération. Cet avion allait finalement devenir le Su-57, mais l'Inde s'était retirée de l'accord conjoint de 11 ans, bien avant que le chasseur russe n'entre en service en 2020. L'Inde a pris peur en 2018 et elle en avait fini avec le projet Su-57 dès le mois d'avril de cette année-là. Les 2 années précédant ce retrait avaient été marquées par des tensions. Le Su-57 ne possédait pas les capacités technologiques attendues par l'Inde pour un chasseur de 5e génération.
La Russie faisait traîner les choses en retardant les transferts de technologie et en chipotant sur le partage des coûts. Pour l'Inde, le projet Su-57 a finalement été un échec, trop d'argent ayant été dépensé pour un avion sans la compétitivité furtive promise face aux États-Unis. Après avoir fini le projet seul, la Russie semblait prête de convaincre l'Inde de revenir. L'Inde prévoyait d'acheter des Su-57 à la Russie, l'avion étant maintenant opérationnel. En mars 2026, ces plans se sont pratiquement effondrés, même si la Russie a proposé toute une série d'avantages, y compris un nouveau moteur et une variante sans licence de l'appareil. L'Inde a refusé, affirmant que le Su-57 ne répondait pas aux critères d'un chasseur de 5e génération. Et elle a préféré investir son argent dans son propre chasseur AMCA et dans les programmes d'avions de chasse de 6e génération Tempest ou SCAF. Poutine a encaissé 12 coups d'affilée. L'Inde n'achetait plus le Su-57, et les 2 projets de 6e génération qu'elle vise maintenant sont dirigés par des pays considérés comme ennemis par la Russie. L'Italie, le Japon et le Royaume-Uni travaillant sur le Tempest. L'Allemagne, l'Espagne et la France gèrent le FCAS. Un allié potentiel et une vache à lait viennent de disparaître pour la Russie, et tout cela parce que le Su-57 n'est pas le chasseur que la Russie présente comme tel. Depuis le retrait de l'Inde, on n'en sait plus sur le Su-57. Ses moteurs sont vieux et peu fiables, ce qui a poussé la Russie à proposer des moteurs plus récents à l'Inde. Comparé au F-22 et au F-35, le Su-57 est loin d'être aussi furtif. Les radars ont une portée de détection de 6 à 10 fois supérieure pour le chasseur de 5e génération russe, rapporte le Aviation Geek Club. La surface équivalente radar des principaux avions de chasse américains est également de 1000 à 10 000 fois plus petite que celle du Su-57. En réalité, le Su-57 est plus un chasseur de génération 4,5 qu'un vrai appareil de 5e génération, et la Russie pourrait s'en passer car le Su-35 remplit déjà un rôle similaire. C'est sans doute pourquoi la Russie a peu produit de Su-57. Il y en a moins de 30 en service, rapporte Euromaidan Press, et il y en a un de moins qui peut prendre l'air après ce que l'Ukraine a fait à Tcheliabinsk. Voici ce que tout cela signifie pour la Russie. Peu importe comment on le regarde, le fait que l'Ukraine ait détruit un Su-57 est une humiliation pour Poutine. Si ce chasseur est tout ce que la Russie prétend, alors il a été pris au dépourvu par l'attaque de l'Ukraine. Cela ne devrait pas arriver. Le Su-57 est censé affronter tout adversaire dans les airs. Au sol, la Russie devrait le protéger en permanence plutôt que de le garer à découvert, où il pourrait être frappé ou saboté. Même s'il s'agit d'un chasseur de 5e génération, l'incompétence russe a été exposée à grande échelle, ce qui va rendre Vladimir Poutine fou de rage. Vladimir Poutine est humilié, car il tente de cacher le Su-57 à l'Ukraine, sachant que ce chasseur ne peut remplir sa mission initiale. Un chasseur furtif est un atout. Lors de l'opération Epic Fury en Iran, les chasseurs furtifs américains ont traversé sans difficulté le réseau de défense aérienne iranien, incluant des systèmes russes. Poutine devrait utiliser la petite flotte russe de Su-57 pour anéantir des cibles ukrainiennes clés. Au lieu de cela, l'Ukraine vient de révéler que Poutine est tellement embarrassé par les nouveaux avions russes qu'il les cache à plus de 1000 miles de là. Aucun de ces scénarios n'avantage Poutine. Un joyau de la couronne, aussi terni soit-il, a été perdu. Mais aussi douloureuse que soit la perte des Su-57 et d'autres avions de chasse, il y a un problème bien plus important en jeu pour la Russie. La Russie en ce moment. Ce qui va vraiment énerver Poutine, c'est que personne ne sait comment l'Ukraine a pu porter une frappe à plus de 1000 miles à l'intérieur de la Russie, avec autant de précision et d'impact. L'Ukraine n'a pas précisé comment cela a été fait. Le rapport de l'état-major général omet les armes utilisées, suscitant de nombreuses spéculations. Se pourrait-il que ce soit du sabotage ? C'est possible. L'Ukraine a déjà eu recours à des groupes de partisans pour infiltrer des bases aériennes russes et y détruire des avions de chasse. En fait, c'est même très récent, puisque cela s'est produit en décembre 2025 sur un aérodrome militaire à Lipetsk, dans le sud-ouest de la Russie. Des partisans pro-Ukraine ont détruit 2 chasseurs Su-30, un incident que la Russie a tenté de minimiser en parlant d'un incendie d'origine inconnue. Cette attaque, menée par la direction du renseignement ukrainien, a nécessité 2 semaines de préparation. Nous avons sans doute vu un cas similaire à Tcheliabinsk, ce qui indiquerait que le réseau de renseignement et de sabotage ukrainien s'est bien plus infiltré en Russie qu'on ne le pensait. Où Vladimir Poutine pourrait-il cacher ses Su-57 désormais ? Peu importe où ils vont, l'Ukraine pourrait avoir des partisans sur le terrain qui observent et attendent simplement le moment parfait pour frapper. Si ce ne sont pas des saboteurs, alors des drones ou missiles ont peut-être été utilisés lors de la frappe ukrainienne. Aucun des deux ne semble plausible à première vue.
L'Ukraine a fait de grands progrès à la fois sur le plan des missiles et des drones longue portée, mais comme le souligne le Kiev Post, elle ne possède ni l'un ni l'autre, capable de pénétrer aussi profondément en Russie qu'il aurait fallu pour atteindre Tcheliabinsk. Mais l'Ukraine possède une chose qui pourrait faire l'affaire. Ce n'est ni un drone, ni un missile, mais un hybride doté de suffisamment de puissance pour détruire un Su-57 d'un seul coup. Nous parlons du Flamingo. Combinant le meilleur de la technologie ukrainienne des drones longue portée et des missiles de croisière, le Flamingo a la portée nécessaire pour atteindre le Su-57 russe avec une marge confortable. Il peut parcourir jusqu'à 3000 km, soit un peu plus de 1860 miles, et il avait déjà prouvé sa précision à des distances de 1400 km, soit 869 miles en mars. Avec sa charge utile de 1000 kg, 2200 livres, le Flamingo peut aussi détruire des structures de protection et créer des cratères sous toute cellule d'avion touchée. Il est intéressant de noter que cette puissance pourrait éliminer le Flamingo de la compétition. Les images satellites partagées plus tôt ne montrent pas les cratères d'impact attendus si le Flamingo avait été utilisé. Nous ne disons pas que l'Ukraine n'a pas utilisé le Flamingo, mais comme elle ne communique pas, cela reste spéculatif. Cela dit, l'Ukraine a attribué son attaque à ses forces de système sans pilote. Cela soulève encore plus de questions. Si la livraison conventionnelle d'explosifs par drone est impossible, comme l'affirment à la fois le Kiev Post et Exilenova Plus, alors qu'est-ce que cela signifie ? L'Ukraine dispose-t-elle d'un nouveau type de drone longue portée qu'elle n'a pas encore révélé ? Les forces des systèmes sans pilote collaboraient-ils avec des saboteurs au sol qui attaquaient les chasseurs russes via des drones lancés depuis la Russie ? Nous ne le saurons peut-être jamais. L'Ukraine agit intelligemment. Pourquoi révéler l'astuce si elle peut resservir ? Peut-être que cela n'aura pas d'importance pour Poutine. Après l'humiliation du Su-57, le dirigeant russe fait face à un double problème. L'Ukraine a repoussé les limites de la distance qu'elle peut atteindre en Russie, pour éliminer des atouts militaires majeurs de Poutine. Si le Su-57 a été saboté, les renseignements russes ne font pas assez pour traquer les espions ukrainiens et leurs complices. Si c'est le Flamingo qui est tombé du ciel, alors les défenses aériennes russes, sur ce qui était clairement une base importante, ne sont soit pas capables de faire leur travail, soit elles n'étaient pas là du tout. Dans tous les cas, Poutine doit maintenant fouiller dans les décombres de quelque chose qu'il pensait caché, quelque chose d'irremplaçable en ce moment, à cause de son coût élevé, et quelque chose que Poutine croyait à l'abri des attaques ukrainiennes. Comme souvent en Ukraine, Poutine s'est trompé. Et que ce soit par sabotage, frappe à longue portée ou une autre méthode, l'Ukraine ne fera qu'aggraver tout cela pour la Russie. L'Ukraine a pénétré à plus de 1000 miles en profondeur. Plus rien n'est sûr en Russie désormais. Poutine aurait dû comprendre le message plus tôt. La stratégie de longue portée de l'Ukraine contre la Russie s'est renforcée en 2026, éliminant bien plus que les avions de chasse de 5e génération russes. Le pétrole a été une cible constante, et l'Ukraine a déclenché un déluge de feu que la Russie ne peut pas éteindre. Quand on a affaire à l'un des dictateurs les plus impitoyables du XXIe siècle, il ne peut y avoir qu'une seule réponse, la cruauté. Pas contre le peuple sur lequel ce dictateur règne, mais contre la structure même de la machine de guerre qu'il a lancée contre vous. L'Ukraine le sait trop bien. Et en avril, l'Ukraine a infligé à la Russie le mois le plus cruel que Poutine et ses sbires aient jamais connu. De la Crimée jusqu'à l'Oural, l'Ukraine a tout anéanti sur son passage, tandis que le pétrole russe brûle et que l'armée du pays s'effondre. Préparez-vous, nous avons beaucoup à discuter. Le 4 mai, le Kiev Post a publié le grand titre. Les spécialistes ukrainiens des drones longue portée ont réussi à frapper 14 raffineries de pétrole et centres de carburant russes sur le territoire russe au cours du mois d'avril. Ce n'est pas seulement une grande nouvelle, c'est un record. Jamais autant de drones ukrainiens n'avaient-ils frappé d'infrastructures pétrolières russes en un mois. Dans de nombreux cas, ils ont frappé plusieurs fois la même cible. Les drones ukrainiens vont plus loin que jamais. Dans l'un des cas que nous allons aborder, l'Ukraine a envoyé un drone à plus de 1500 km, soit un peu plus de 930 miles, pour l'envoyer s'écraser directement sur une autre raffinerie stratégique russe. Et ce n'est pas tout. Avril a été le mois le plus cruel de l'année pour la Russie pour de nombreuses autres raisons, car l'Ukraine a porté sa campagne de frappe en profondeur à un niveau insensé. Mais commençons par le pétrole russe. Voici la liste des raffineries. Le ministère de la Défense ukrainien fournit tous les détails. Nous vous emmenons d'abord à la raffinerie Bakhnev-Novoïl, qui se trouve dans la localité d'Oufa, dans la région de Bakhkortostan, en Russie. À 1400 km, soit environ 870 miles de l'Ukraine, cette raffinerie produit des lubrifiants et des huiles de haute qualité, et elle a une capacité de traitement de 7 millions de tonnes de pétrole par an. L'Ukraine l'a frappée durement,
la laisser en flammes, et le pire restait à venir. À Kostovo, qui se trouve dans la région de Nijni Novgorod en Russie, la station de pompage de pétrole Gorky a été prise pour cible. Les drones ukrainiens n'avaient pas autant de distance à parcourir cette fois-ci, seulement 800 km, soit environ 497 miles. Ils ont réussi, détruisant 2 unités principales de raffinage dans une raffinerie. Celle-ci traite environ 17 millions de tonnes de pétrole par an, et est responsable de fournir près de 30% de toute la consommation d'essence de la Russie. Ensuite, Tuapsa. Ou pauvre Tuapsa. Nous avons mentionné plus tôt que l'Ukraine a frappé plusieurs fois des raffineries à Tuapsa. Les ouvriers de la raffinerie ont dû se demander si les drones ukrainiens leur en voulaient personnellement. Ils ont frappé les 16, 20 et 28 avril, détruisant des unités de traitement, au moins 24 réservoirs de stockage de carburant et paralysant complètement une usine. Celle-ci représente 4,4% du raffinage russe, y compris la production de produits pétroliers, aux normes Euro 5 utilisées par l'armée russe. Oh, et au cas où Tuapse penserait que l'Ukraine l'avait oublié, l'Ukraine a de nouveau frappé la raffinerie le 1er mai. Défense aérienne, Poutine doit se dire qu'il n'en a jamais entendu parler. En plus de donner une raclée à la raffinerie de Tuapse, comme si elle devait de l'argent à l'Ukraine, l'Ukraine a frappé de nombreuses autres raffineries partout en Russie. La raffinerie de Syzran à Samara a été frappée si violemment qu'un énorme incendie s'est déclaré, causé par des drones qui ont dû parcourir 900 km, soit presque 560 miles. Toujours dans la région de Samara, les drones ukrainiens ont provoqué des explosions et un énorme incendie à la raffinerie de Novokuibishevsk, qui traite environ 8,8 millions de tonnes de pétrole par an, et produit 20 types de produits pétroliers, dont beaucoup sont utilisés par l'armée russe. À Perm et à Orsk, toutes deux situées à environ 1500 km de l'Ukraine, des raffineries ont été frappées. La première a vu sa raffinerie Lukoil Permnefteoksyntez être touchée par l'unité Alpha du SBU ukrainien. Cette usine traite 13 millions de tonnes de pétrole russe par an. Des drones ukrainiens ont neutralisé l'une de ses principales unités de traitement du pétrole. À Orsk, qui se trouve dans la région d'Orenbourg, en Russie, les drones ukrainiens ont provoqué un incendie dans une raffinerie qui produit environ 30 types de produits et a une capacité de 6,6 millions de tonnes de pétrole par an. Je crois qu'il nous en manque une. Ah, oui, la raffinerie de Yaroslavski à Yaroslav n'a pas échappé à l'attention de l'Ukraine. Des drones ont parcouru environ 750 km, soit environ 466 miles, pour frapper une unité de distillation sous vide à la raffinerie, qui a une capacité de 15 millions de tonnes de pétrole. C'est un rouage clé de la machine de guerre russe, produisant essence, diesel et carburant d'avion. C'était suffisant pour donner le tournis à Poutine. Nous sommes déjà presque étourdis alors que nous commençons à peine. Jusqu'à présent, nous n'avons parlé que des raffineries que l'Ukraine a frappées au cours d'un mois, où elle a planté profondément dans les côtes de Poutine la lame de ses frappes à longue portée. Puis vient l'instant où on retourne ce couteau si fort que Poutine doit croire qu'il pirouette dans son poumon. Ports, navires, équipements et sites de production ont été visés par l'Ukraine lors du mois le plus difficile pour la Russie. Restons sur le pétrole. Attaquons les ports russes, comme l'Ukraine l'a fait plusieurs fois en avril. À Primorsk, qui est l'un des principaux centres d'exportation de pétrole de la Russie dans la région de Leningrad, les drones ukrainiens ont endommagé un trio de réservoirs RVSP 20 000 et provoqué un incendie massif. Ces réservoirs ont un volume total de 60 000 m3 de pétrole, et ce ne sont que les derniers que la Russie a perdus dans un port situé à 850 km, soit 528 miles de l'Ukraine. Les unités de drones avaient déjà ciblé à plusieurs reprises le centre d'exportation de Primorsk en mars. Si la Russie pensait à un ralentissement en mai, elle se trompe. Primorsk a été frappé par encore plus de drones le 3 mai, déclenchant un nouvel incendie massif. Ust-Luga, qui est l'autre grand port baltique de la Russie, ne s'en est pas mieux sorti. Les drones ukrainiens ont parcouru une distance semblable pour attaquer ce port, endommageant 3 réservoirs de pétrole. Comme Primorsk, Ust-Luga a été frappé à plusieurs reprises en mars. À ce stade, on dirait que l'Ukraine essaie simplement d'enfoncer le clou, alors que les dégâts sont déjà si graves qu'ils ont mis hors service 2 ports, qui représentent environ 40% des exportations totales de pétrole de la Russie. En plus de revenir frapper certaines de ses cibles déjà les plus touchées en mars, l'Ukraine a décidé qu'elle devait aussi mettre hors service quelques autres ports pétroliers russes tant qu'elle y était. Toujours à Leningrad, l'Ukraine a frappé le terminal de chargement RPK Vysotsk Lukoil 2, provoquant un nouvel incendie. À Novorossiysk, l'un des principaux ports russes de la mer Noire, des drones ukrainiens ont parcouru 420 km, soit environ 260 miles, pour frapper le terminal pétrolier de Tcheskaris.
Un nouvel incendie s'est déclaré, empêchant la Russie d'acheminer le pétrole qu'elle peut acheminer depuis Primorsk et Ousluga vers ses clients via la mer Noire. Dans le kraï de Krasnodar, l'Ukraine a déclenché un nouvel incendie par une frappe de drone sur la station de pompage de pétrole de Tikhoretsk. Ajoutez à cela des frappes sur des dépôts de pétrole en Crimée et à Krasnodar, et c'est la campagne mensuelle la plus brutale menée par l'Ukraine contre le pétrole russe depuis le début de la guerre. Et la Russie en ressent la douleur. Même si elle semble prête à profiter de la flambée des prix du pétrole causée par le blocus dans le détroit d'Ormuz, la Russie a fini par réduire massivement ses exportations. La Russie était censée engranger 150 millions de dollars supplémentaires par jour grâce à ses ventes de pétrole, comme l'a rapporté le Financial Times le 12 mars. Au lieu de cela, en avril, la Russie a été contrainte de limiter ses exportations, parce que les ports qu'elle utilise pour approvisionner ses navires fantômes étaient en feu, et les raffineries qui produisent les produits destinés à ces ports se sont effondrées. Selon RBC Ukraine, les exportations de pétrole de la Russie ont chuté de 16,8%, ce qui représente un déficit de 1,8 million de tonnes en avril par rapport à mars. L'objectif pour l'Ukraine était de frapper la Russie à la source de son pétrole, là où il est produit et exporté, afin de réduire au maximum les fonds de Poutine pour sa guerre. Faisons une pause. Nous avons déjà vu de nombreuses frappes d'avril, et il en reste encore beaucoup. Avant d'énumérer d'autres pertes du mois le plus dévastateur de frappes ukrainiennes jamais vues, rappelons que vous regardez l'émission militaire. Il y en a bien d'autres à venir, alors assurez-vous de vous abonner, si vous découvrez de nouvelles informations grâce à notre chaîne. Bien, revenons aux frappes. L'Ukraine n'en avait pas fini du tout avec le pétrole russe en avril. Outre les frappes sur les raffineries et ports, l'Ukraine a aussi touché des pétroliers et, lors d'une attaque rare, détruit des installations d'extraction pétrolière russes à la source. Le 10 avril, le Kiev Independent a rapporté que l'armée ukrainienne avait frappé 2 plateformes de forage pétrolier en mer Caspienne, situées à environ 1000 km, soit 620 miles des lignes de front. Les 2 plateformes résistantes à la glace étaient stationnées sur les champs pétroliers de Yuri Korchagin et Vigrifa. Cette attaque marque une nouvelle étape dans la stratégie ukrainienne pour mettre à mal le secteur pétrolier russe. Elle cherche à supprimer les centres d'exportation et les raffineries qui transforment le pétrole russe en produits pétroliers vendables. Cela enlève 2 maillons à la chaîne. Par ses frappes en mer Caspienne, l'Ukraine montre qu'elle vise un autre maillon. Le pétrole brut de la Russie est brûlé avant même d'atteindre les raffineries. Peu à peu, l'Ukraine paralyse toute la chaîne d'approvisionnement pétrolière russe. Au bout de cette chaîne, les pétroliers acheminent le pétrole russe des centres d'exportation aux acheteurs. L'Ukraine causant déjà beaucoup de dégâts, elle a sûrement pensé pouvoir neutraliser un pétrolier aussi. Ce pétrolier était à Tuapse, et l'Ukraine n'a prouvé en avril que les défenses aériennes de Tuapse sont si faibles qu'elles peuvent frapper la région comme Mike Tyson boxant un bambin sonné. Le 29 avril, il a été révélé que les drones ukrainiens avaient porté un coup direct au pétrolier Markisa, qui se trouvait à environ 210 km, soit 130 miles au sud-est de Tuapse à ce moment-là, et naviguait sans émettre de signal de son système d'identification automatique. C'est une tactique courante des navires de la flotte fantôme russe, tout comme naviguer sous le pavillon d'un autre pays que la Russie. Ici, le pétrolier russe endommagé battait pavillon camerounais, mais l'Ukraine n'a pas été trompée. Le navire, membre de la flotte fantôme, est sanctionné par le Royaume-Uni, l'Union européenne, le Canada, la Nouvelle-Zélande et la Suisse. L'Ukraine a jugé insuffisantes ces sanctions pour stopper le navire, et a donc adopté des mesures plus cinétiques pour le neutraliser. Enfin, on doit avoir terminé, non ? Oh non. Ce couteau censé être planté entre les côtes de Poutine a fini par traverser, car l'Ukraine a mené, en plus des attaques contre l'industrie pétrolière russe, des frappes sur des avions, des navires de guerre et le cœur du complexe militaro-industriel russe. L'une de ces frappes a été aussi humiliante que tout ce que la Russie a connu dans cette guerre. Lors d'une opération le 25 avril, l'Ukraine a frappé l'aérodrome de Chargol dans la région reculée de Tcheliabinsk. Les cibles comprenaient jusqu'à 4 avions de chasse, dont une paire de Su-57 furtifs, qui sont censés être la réponse de la Russie aux avions américains, comme le F-22 et le F-35. Le Su-57 est le meilleur que la Russie ait à offrir. Maintenant, 2 d'entre eux brûlent au sol sur une base aérienne située à 1700 km, soit 1056 miles de l'Ukraine. Et nous revoilà en Russie. Dans la région frontalière de Briansk, les drones ukrainiens se sont abattus sur l'usine Strela le 1er avril. Cette usine fabrique des composants utilisés par la Russie dans ses missiles de croisière. Et, selon le ministère ukrainien de la Défense,
elle a rempli 120 contrats gouvernementaux pour répondre aux besoins de l'industrie russe de la défense. Cette frappe illustre comment l'Ukraine choisit précisément des cibles pour infliger un maximum de dégâts à la stratégie de Poutine de lancer des missiles longue portée sur l'Ukraine. Rien qu'en avril, la Russie a tiré 141 missiles de différents types en direction de l'Ukraine, ainsi que 6663 drones. En avril, la Russie a battu son record mensuel de frappes aériennes. La destruction de sites comme l'usine Strela par l'Ukraine montre que la Russie peine à reconstituer ses stocks de missiles. À Taganrog, dans la région de Rostov, l'Ukraine a frappé l'usine Atlant Aero le 19 avril. Cette fois, la marine ukrainienne a frappé avec des missiles Neptune, une usine assurant l'ensemble du cycle de production des drones d'attaque et de reconnaissance Molnaya, utilisés par les forces russes sur le front. Atlant Aero fabrique également des composants utilisés dans le drone Orion, ainsi que des composants utilisés dans les missiles Kh-50 et les bombes aériennes guidées CAB-20. La Russie a signalé un incendie dans la zone d'entrepôt de la vaste usine, sans pouvoir invoquer sa traditionnelle excuse de débris de drone, tant l'usage de missiles Neptune était évident. Nous approchons de la fin de notre couverture sur la punition cruelle et très nécessaire infligée par l'Ukraine à la Russie en avril. Dernière étape, la flotte de la mer Noire. En avril, l'Ukraine a attaqué avec acharnement cette flotte, détruisant davantage de navires et appartenant à une flotte déjà contrainte de se replier aussi loin que possible de l'Ukraine. La retraite n'a pas fonctionné. En avril, l'Ukraine a détruit le Yamal du projet 775 et le Nikolai Felchenkov du projet 117. 2 navires de débarquement d'une valeur totale de 150 millions de dollars. L'Ukraine a frappé ces 2 bâtiments à 2 reprises, le 20 avril, puis de nouveau le 26 avril. Le 26 avril, l'Ukraine a détruit l'Ivan Koursé, centre de reconnaissance radio, et frappé un centre d'entraînement de la flotte de la mer Noire. La frégate Buravestnik du projet 11356R a également été victime des attaques dévastatrices à longue portée de l'Ukraine. Frapper ce navire a permis à l'Ukraine de porter un nouveau coup à la stratégie de missiles de Poutine, car la Buravestnik peut être équipée de missiles Kaliber régulièrement lancés sur l'Ukraine. Dans le détroit de Kertch, l'Ukraine a détruit 2 patrouilleurs protégeant le pont de Kertch, principale liaison entre la Crimée occupée et la Russie. Cette frappe pourrait préparer de futures attaques contre le pont, dans le cadre de la stratégie ukrainienne pour libérer la Crimée. Et enfin, le 22 avril, l'Ukraine a endommagé la tour de commandement d'un navire de patrouille des frontières du FSB dans la région de Sébastopol, en Crimée. Burk. Nous vous avions dit au début que nous irions de l'Oural à la Crimée, et l'Ukraine n'a pas déçu. L'Ukraine n'avait jamais réussi une telle destruction à longue portée qu'en avril. Des raffineries et centres d'exportation de pétrole ont été détruits, impactant fortement les exportations russes. Des centaines de millions de dollars d'équipements militaires ont été détruits, dont beaucoup irremplaçables pour la Russie. Les navires touchés par l'Ukraine resteront longtemps hors service, l'industrie navale russe s'effondrant sous les sanctions. Nous avons vu des usines de missiles détruites, des pétroliers de la flotte fantôme ciblés, et même l'extension de la stratégie ukrainienne axée sur le pétrole à un nouveau maillon de la chaîne d'approvisionnement, la mer Caspienne étant désormais une cible. Les drones longue portée ukrainiens vont plus loin que jamais, et leur succès montre que les défenses aériennes russes sont plus sollicitées que jamais. On pourrait penser que l'Ukraine, en investissant autant dans ses frappes à longue portée, ralentit sur d'autres fronts. Peut-être que les positions russes comme Kyiv, à moyenne portée, ont eu un répit en avril, ou que moins de pantins de Poutine ont été détruits par les drones FPV ukrainiens. Pas du tout. A l'inverse, l'Ukraine a aussi renforcé ses efforts dans ces 2 domaines. Du côté des frappes ayant à moyenne portée, le ministre de la Défense ukrainien, Mikhailo Fedorov, affirme que l'Ukraine a doublé le nombre de frappes qu'elle a réalisées dans la fourchette de 20 à 150 km, soit de 12,4 à 93,2 miles. Le nombre de frappes en avril dans cette plage était 2 fois supérieur à celui observé en mars et 4 fois supérieur à ce que l'Ukraine avait lancé dans l'arrière immédiat russe en février. L'Ukraine, par ses attaques, affaiblit les soutiens permettant à la Russie de poursuivre ses assauts. Les centres de commandement, chaînes logistiques, rassemblements de troupes et entrepôts sont détruits. Chaque attaque à moyenne portée affaiblit la Russie sur le front. Quand l'Ukraine cible les défenses aériennes dans ses régions occupées, elle crée aussi des couloirs aériens pour lancer plus d'assauts, près ou plus loin en Russie. En parlant des soldats russes de première ligne, ils ont eu un mois très difficile. Selon le président ukrainien Volodymyr Zelensky, la Russie a subi 35 000 pertes massives en avril, alors même que l'Ukraine a doublé le volume de ses frappes à moyenne portée et frappé la Russie elle-même plus durement que jamais auparavant.
Le nombre de Russes tués ou blessés en mars est similaire, ce qui montre que la stratégie de l'Ukraine fonctionne. Plus l'Ukraine frappe la Russie à l'arrière, plus les soldats de Poutine faiblissent. Il ne semble pas que l'Ukraine ait dépassé le nombre de pertes qu'elle a infligées à la Russie en mars, qui était un record de 35 351. C'est proche, et en avril, elle a égalé son record précédent de 35 000 pertes infligées en décembre. L'Ukraine indique qu'avril est le 5e mois d'affilée, où la Russie perd plus de soldats qu'elle n'en recrute dans l'armée de Poutine. Rien que les frappes de drones ukrainiens ont coûté à la Russie 156 735 soldats entre décembre et avril, rapporte United 24 Media. La Russie a recruté 148 400 soldats pendant la même période, et il y aura eu encore plus de pertes russes. Ceux qui viennent d'être mentionnés sont ceux que l'Ukraine peut vérifier grâce aux images capturées par les drones eux-mêmes, les mêmes armes qui infligent ces pertes. Ajoutez les frappes d'artillerie et attaques non enregistrées, et les pertes russes en 5 mois dépassent sans doute 160 000. Où que Vladimir Poutine se tourne, il n'y a aucun répit. L'Ukraine ne fait pas qu'intensifier sa campagne à longue portée. Elle monte en puissance sur tous les fronts, et la Russie n'a tout simplement aucune réponse. C'est fini pour la Russie maintenant. Avril a été le mois le plus cruel et dévastateur pour la machine de guerre de Poutine, l'Ukraine lui ayant infligé plus de pertes et de destruction que jamais. Mais alors qu'il tremble dans un bunker caché quelque part loin du Kremlin, Poutine saura une chose inévitable. À partir de maintenant, cela ne fera qu'empirer pour la Russie. Pour un aperçu détaillé des progrès ukrainiens sur les drones de frappe à moyenne portée, nous avons ce qu'il vous faut. Notre vidéo explore en profondeur la nouvelle stratégie brutale de l'Ukraine, en couvrant les cibles visées par l'Ukraine, et la façon dont une frappe spécifique du 16 avril pourrait être un tournant pour une guerre qui entre dans une nouvelle phase. Regardez cette vidéo et abonnez-vous à The Military Show pour suivre nos dernières vidéos sur les succès de l'Ukraine contre la Russie. Merci de nous regarder.